Bienvenue à ce Mindstalk. C'est le 6e Mindstalk que nous organisons. Et le thème est « Être là les uns pour les autres, comment se soutenir dans les coups durs de la vie ». C'est un événement que nous organisons en partenariat avec ENSA et Astram. Et nous avons 2 intervenants qui font également partie de ces 2 organisations-là. On remercie Impact Hub Geneva de nous accueillir ce soir pour cet événement. Les Mindstalk, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'événements que nous organisons dans lesquels on cherche à questionner qu'est-ce qui fait une population en bonne santé mentale. Donc on essaye de répondre à des questions du type quels sont les déterminants qui influencent la santé mentale des gens, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une population qui a un bon niveau de santé mentale. Donc on s'intéresse aux facteurs non seulement au niveau individuel mais également au niveau collectif et politique qui influencent la santé mentale des gens. Et comment est-ce qu'on peut y contribuer en tant qu'individu, mais également en tant que société. Ce talk en particulier, il fait partie d'une campagne qui s'intitule « Les autres, c'est fantastique » et qui cherche à comprendre et à mettre en avant les effets de nos liens sociaux sur notre santé mentale. On sait que le besoin d'appartenance, c'est un besoin fondamental humain très important et que la qualité des liens sociaux que nous entretenons avec nos proches ont des effets très importants sur notre santé mentale. On sait par exemple que l'isolement social est un facteur de risque très important pour notre santé, aussi bien physique que mentale. Et pour donner un ordre d'idée, son effet, il est du même ordre que celui du fait d'être fumeur ou d'être sédentaire. Donc c'est vraiment un facteur qui a des effets négatifs sur notre santé qui sont très importants. Donc, des effets négatifs de l'isolement social, mais en parallèle, des nombreux bienfaits des liens sociaux qui sont positifs. Lorsqu'on reçoit du soutien de la part de notre entourage, mais aussi lorsque l'on donne du soutien à autrui. Donc notre campagne qui aborde toutes ces questions-là, elle est disponible sur notre site internet. Donc on a un dossier, un article qui détaille toutes ces questions-là. On a une infographie qui est sur notre site et qui est disponible en papier également ce soir. Vous pouvez n'hésitez pas à vous servir. On a également un podcast, un quiz et un talk. Et donc c'est ce pourquoi nous sommes là ce soir. Donc ce talk, être là les uns pour les autres, on s'interroge sur les questions des relations sociales et de la qualité de nos liens sociaux, en particulier dans les coups durs de la vie, donc dans les moments difficiles. On cherche à comprendre le rôle du soutien social dans ces moments-là. Donc comment est-ce qu'on peut être là pour nos proches lorsqu'ils traversent des étapes difficiles de la vie? Par exemple, des maladies, des deuils, des séparations, des pertes d'emploi, une fragilité au niveau de leur santé physique ou mentale. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup de personnes peuvent avoir la volonté de soutenir leurs proches, mais se sentir peut-être un peu démunies face à ces situations difficiles. On peut ne pas savoir quoi faire ou ne pas savoir quoi dire. On peut avoir peur de déranger ou avoir peur d'empirer la situation en disant ce qu'il ne faut pas. Et du coup, du fait de ces questionnements-là, eh bien, peut-être on n'est pas en mesure d'apporter le soutien qu'on souhaiterait apporter à nos proches. Donc Minds organise ce talk pour donner des clés à tout le monde et puis pour nourrir la réflexion de chacun sur ces questions-là. Comment est-ce que je peux soutenir mes proches au mieux? Qu'est-ce que je peux faire vraiment concrètement pour aider les personnes qui m'entourent et qui peuvent traverser des moments difficiles? Et c'est très important parce qu'on sait, il y a des données qui montrent qu'en fait, les personnes qui traversent des moments difficiles s'adressent d'abord à leurs proches avant de s'adresser à des professionnels. La première ressource qui est mobilisée, c'est vraiment l'entourage proche. Donc c'est important que l'entourage proche soit en mesure de répondre et se sente capable de répondre dans ces moments-là. Donc pour parler de toutes ces questions-là, nous avons 2 experts vraiment du soutien dans les moments difficiles. Donc, nous avons d'abord Steven Derendinger, sexothérapeute, coordinateur roman de ENSA. Donc, ENSA, c'est la version suisse du programme australien de Mental Health First Aid. Donc, c'est des cours de premier secours en santé mentale. Et ensuite, nous avons Alexandra Spitz, thérapeute systémique et de famille à Stéphis et responsable de Astram Genève. Donc, Astram, qui est une fondation qui œuvre dans l'accompagnement des familles dans les bouleversements des liens. Donc, on va commencer par des interventions de nos 2 invités qui vont nous parler de ce qu'ils ont à partager sur ces questions-là. Ensuite, on aura un moment de discussion et on ouvrira les questions au public également, donc si vous en avez. Et après, on passera à l'apéro. Donc, pour commencer, je donne la parole à Steven Derendinger.
Alors, merci beaucoup. Je vais essayer de... Ça va le micro comme ça? C'est nickel? Ok. Donc, merci pour l'invitation. J'ai le mandat de vous présenter ce qu'est le cours ENSA, son contenu, nos objectifs par rapport à ce cours. Peut-être commencer par dire que ENSA, c'est donc un cours qui rentre dans une série de programmes qui sont organisés par la Fondation suisse Promente Sana à Zurich. Vous avez une organisation à Genève qui s'appelle aussi Promente Sana. C'est deux structures différentes. Donc, le cours ENSA, lui, est rattaché à la Fondation suisse Promente Sana. C'est un cours, comme tu as pu l'évoquer, qui est inspiré des formations australiennes Mental Health First Aid qui ont été développées déjà il y a 22 ans. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. Et l'origine de ce cours, c'est simplement deux personnes qui se sont simplement rendues compte qu'on était tous capables de réagir lorsqu'on avait quelqu'un qui se blessait, avait un accident de la route. On était en mesure de prodiguer les premiers gestes de premier secours, faire un garrot, prendre soin de la personne, la mettre dans un endroit calme, s'assurer de sa sécurité le temps que les secours arrivent. Alors que quand on est face à une personne qui semble montrer des signes de fragilité psychique, ou bien simplement une personne qui est déjà bien avancée dans un trouble psychique et semble montrer des signes comme quoi elle risque de passer en crise ou est en crise, on était complètement démunis. On est incapable de réagir, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment réagir. Et c'est vrai, je pense que vous l'avez tous fait une fois ou l'autre, cette expérience, c'est de travailler dans un environnement où finalement on se rend bien compte qu'un collègue ou une collègue ne va pas bien, qu'on ne sait pas trop comment faire. Et un jour, les ressources humaines nous annoncent que cette personne est absente et sera malade pour une longue durée. Et la réaction, les gens disent, on avait bien vu, mais on ne savait pas quoi dire. Et vraiment, l'objectif d'ENSA, c'est de faire en sorte que les personnes qui suivent la formation se sentent capables de réagir et savent exactement quoi dire à cette personne qui montre très clairement des signes de souffrance et de difficultés psychiques. Donc notre cours, il existe plusieurs cours. Il y a le cours qui est orienté sur les adultes. C'est un cours qui dure 12 heures, dans lequel on reçoit aussi un manuel. Et puis finalement, durant le cours, on va aussi s'intéresser à de la théorie. L'idée, c'est pas de former des pseudo-psychologues ou des pseudo-psychothérapeutes. Absolument pas. C'est un cours à bas seuil qui s'adresse à tout à chacun et où l'objectif, c'est finalement d'offrir des informations claires, accessibles à tous, dont le but est de comprendre un peu finalement ce qui peut bien se passer autour de nous, auprès de nos proches qui peuvent potentiellement souffrir d'un trouble psychique, à quelque part de mieux aiguiser nos antennes pour repérer différents signes et voire même peut-être renforcer une intuition. On a souvent des intuitions quand quelqu'un va pas bien, mais on ne sait pas trop quoi, on a de la peine à identifier, on n'a pas forcément une grille de lecture qui nous permet de poser une hypothèse de ce qui peut bien en train de se passer. Donc la théorie, elle est là justement pour donner des outils sur la lecture de ce qui peut bien se passer vis-à-vis d'un proche. Après, on est vraiment dans des outils de communication. C'est-à-dire comment réagir et comment interagir avec une personne qui, à nos yeux, semble montrer des signes de difficulté ou de fragilité psychique. Donc ça, c'est le cours ENSA. Le cours adulte 12 heures, on a un cours qui est orienté sur les adolescents. On le sait que la grande majorité de l'émergence des troubles psychiques arrive à cette période critique de la vie qui est la puberté. On sait que 50% des personnes qui sont concernées par des troubles psychiques ont vu les premiers signes de leurs troubles arriver aux alentours de 15-18 ans. Et puis, je vais parler vaudois, 75% des personnes qui sont concernées par un trouble psychique ont eu les premiers signes qui sont arrivés avant l'âge des 25 ans. Donc, on sait que finalement, on a affaire généralement à des personnes qui portent le fardeau d'un trouble psychique des années durant avant d'obtenir un diagnostic et d'être pris en charge. Et l'objectif de former des secouristes, c'est finalement d'avoir une armée de sentinelles sensibilisées sur ces questions-là pour favoriser une détection et un diagnostic précoce. Parce que forcément, plus tôt une personne sera diagnostiquée et prise en charge, meilleur sera le diagnostic. Et l'idée aussi, c'est finalement de faire en sorte qu'on soit plus dans une population où on a finalement un double fardeau. Et le premier fardeau qui est le fait d'être concerné par un trouble psychique et de vivre des années durantes avec toutes les difficultés qu'un trouble psychique peut engendrer.
vous donne un exemple, hein, si vous souffrez d'anxiété et qu'au fil du temps, l'anxiété se développe au point qu'on en développe une phobie sociale, qu'on n'est plus en mesure finalement d'être dans des lieux publics entourés de personnes, ben, on voit tout de suite les limitations que ça peut impliquer. C'est-à-dire qu'il y a des limitations en termes de relationnel, de peut-être même professionnel, au niveau de la formation. Tout ça, ça peut avoir un impact et ça peut avoir un impact et assez dramatique dans la vie d'une personne. Donc l'idée, c'est vraiment d'encourager les personnes à prendre conscience de ces difficultés-là et d'aller chercher de l'aide professionnelle le plus rapidement possible pour éviter de passer toutes ces années à souffrir, généralement en silence, tu l'as évoqué, et à attendre vraiment qu'on arrive à un moment où finalement la boule de neige est devenue tellement grande que on arrive à un stade où la personne peut décompenser ou du moins a besoin d'une prise en charge sérieuse où le rétablissement sera beaucoup plus long. Le cours aussi, il a l'ambition de casser un certain nombre de tabous, de stigmates et de préjugés qu'on peut avoir, enfin du moins que la population en général peut avoir par rapport aux troubles psychiques. Déjà, c'est de casser le tabou, enfin le préjugé qu'on a un peu à Hollywood, hein. C'est-à-dire qu'une personne qui est concernée par un trouble psychique, c'est forcément psychose, on a affaire à un tueur en série qui va vous assassiner dans votre douche. Non, on essaie déjà de casser ce type de stéréotypes, casser les stéréotypes aussi que finalement les personnes qui souffrent de dépression, finalement, c'est des personnes bien faibles, qui suffirait qu'elles se secouent un petit peu pour aller mieux, ou bien il faudrait simplement qu'elles se reprennent un peu en main ou qu'elles fassent un peu de gym pour que ça aille mieux. Donc vraiment casser finalement tous les préjugés qu'on peut avoir par rapport à ce type de troubles qui laissent penser que c'est des personnes fainéantes, c'est des personnes qui cherchent l'attention, c'est des personnes qui font exprès, etc. Et puis au niveau de l'anxiété, hein, on a aussi affaire à des gens où on a tendance un petit peu à confondre l'anxiété avec un trait de caractère. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire « Ah, il est bileux, il a peur de tout ». Et au fait, non. Il y a une différence entre souffrir d'un trouble de l'anxiété et puis effectivement avoir une personnalité où on est un peu plus en retrait et puis on est peut-être, effectivement, on a peut-être un peu le trac, mais on est de très très loin de ce que peut être un trouble anxieux. Alors que la société va percevoir ça finalement comme un trait du caractère de la personne. Concrètement, comment ça se passe dans nos cours? Pendant ces 12 heures, on a affaire à des instructeurs qui sont formés. Ce n'est pas forcément des psychothérapeutes, c'est des gens qui viennent de l'éducation, c'est des gens qui viennent du social, c'est des gens qui viennent aussi du domaine de la psychologie. Mais on a envie aussi d'avoir une diversité d'instructeurs de façon finalement à être un peu plus représentatif de la population générale et puis éviter finalement de donner cette espèce d'image de l'expert qui a le savoir, qui va regarder d'en bas finalement ceux qui ne l'ont pas. Et il y a vraiment l'idée d'être vraiment un cours à bas seuil où on peut parler de personne à personne, d'humain en humain, avec nos expériences de vie, avec nos compétences et puis avec nos différents savoirs et puis essayer de construire des savoirs en commun et de construire en commun finalement des stratégies pour pouvoir intervenir et venir en aide aux personnes qui ont besoin d'une aide. Ces instructeurs vont donc délivrer le cours. Dans le cours, comme je l'ai dit, il y a de la théorie, mais il y a surtout des vignettes et des cas cliniques qui vont faire l'objet de jeux de rôle. Et pourquoi on met en place des jeux de rôle? Parce que finalement, suivre un cours théorique où on prend des notes et puis que finalement on a reçu toute une série d'informations, c'est bien. Mais quand on est face à la personne et qu'on n'a jamais articulé un certain nombre de mots, c'est extrêmement compliqué de le faire. Rien que le mot suicide, est-ce que tu penses te suicider? Généralement, quand les personnes sont dans ce jeu de rôle et doivent articuler ces mots, on se rend compte qu'on a vraiment une grosse pression ici, qu'on a quelque chose qui nous presse, qu'on a de la peine à articuler ces mots et que c'est des mots qui ne sortent pas aussi facilement que ça. Et l'objectif de ces jeux de rôle, finalement, c'est de faire en sorte que dans un environnement sécure, on puisse s'exercer à prononcer un certain nombre de mots qu'on ne prononce pas forcément tous les jours, qui sont chargés de stigmatisation, qui sont tabous, de façon à faire en sorte que lorsqu'on est confronté à une personne qui ne va pas bien, qu'à quelque part, on ait déjà pu exercer ça auparavant et que le fait de les articuler, mais cette fois in vivo, soit beaucoup plus facile que lorsqu'on doit les prononcer pour la première fois en vrai. Donc des jeux de rôle. Et voilà, puis finalement, l'idée, c'est qu'au terme de ces 12 heures, alors naturellement, ces 12 heures, c'est peu, mais je pense que c'est déjà énorme, de façon à déjà pouvoir
déconstruire un certain nombre de préjugés, faire en sorte que les personnes puissent être elles aussi un peu des sentinelles et puis finalement signaler les préjugés qui circulent. Typiquement au travail, si une personne est régulièrement absente et puis que quelqu'un dit ouais, celui-là, franchement, il n'en faut pas une, c'est quand même pas compliqué de se lever à l'heure le matin, de se dire peut-être il y a autre chose. De comprendre aussi finalement que lorsqu'on a affaire à une personne qui boit beaucoup au point d'être saoul, lorsqu'on a affaire à des gens qui disent mais arrête de boire, ça ira déjà mieux, de leur faire comprendre que peut-être que l'alcool, là où en est la personne, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour rester en vie. Et qu'il ne s'agit pas simplement d'arrêter de boire pour que ça aille mieux. Que c'est beaucoup plus complexe que ça, que lorsqu'on est face à une personne, on voit la pointe de l'iceberg, et puis il y a toute cette partie cachée de l'iceberg qu'on ne voit pas, les parcours de vie, les souffrances, les douleurs, les deuils, les séparations, les blessures, les différentes blessures narcissiques, les blessures de la vie, qui font que forcément on doit composer avec ça, et lorsqu'on est en interaction avec une personne, c'est peut-être de garder ça en tête en se disant il y a des choses que je vois, il y a des choses que je ne vois pas. Donc ça permet aussi à ces personnes qui suivent le cours de peut-être de faire preuve un peu plus de bienveillance vis-à-vis de tout à chacun. Puis à quelque part, même si on est dans de la détection précoce et puis que ça ne correspond pas vraiment à de la prévention primaire, la prévention primaire, vous le savez probablement, c'est des programmes qui tendent à dire aux gens de faire du sport, d'arrêter de ne pas fumer, de ne pas trop boire, de mettre un préservatif quand on est avec des partenaires sexuels qu'on ne connaît pas, enfin tous ces genres de choses pour éviter de tomber malade. ENSA, c'est vraiment un cours qui vise à faire de la détection précoce, c'est-à-dire que d'être en mesure de pouvoir détecter rapidement les premiers signes de façon à encourager une prise en charge professionnelle rapide pour justement avoir un diagnostic qui soit favorable et un rétablissement qui soit rapide. Je me perds maintenant dans mes pensées. Donc oui, donc le cours finalement, il a quand même un des aspects de prévention primaire, c'est que les personnes qui suivent le cours, au final, seront également renforcées dans leur propre santé mentale. C'est-à-dire qu'à quelque part, lorsque vous apprenez les premiers secours, on va dire, au niveau de la natation, imaginons que vous voulez devenir sauveteur et vous voulez sauver les gens de la noyade, vous allez apprendre un certain nombre de choses, vous allez apprendre à tenir une personne dans l'eau, à la sortir de l'eau, etc., etc. Peut-être que dans votre vie, vous n'aurez jamais besoin d'appliquer ce que vous aurez appris durant ce cours, mais vous aurez déjà conscience des risques et des dangers et de votre propre vulnérabilité dans l'eau. Et à quelque part, suivre cette formation ENSA, c'est aussi une manière de se renforcer soi-même pour finalement avoir une meilleure conscience de nos limites, de nos propres vulnérabilités, et puis d'être un peu plus conscient finalement quand quelques signes finalement on arrive à les détecter chez nous en disant peut-être que là, trop de travail, peut-être que là, finalement ce deuil, je ne le gère pas aussi bien que j'imaginais. Et je pense que non seulement on peut avoir un impact sur les autres, mais ça a aussi un impact sur soi-même. Je ne vais quand même pas rater le principal, c'est qu'il s'agit de présenter l'outil. Donc, comme n'importe quel cours en premier secours, vous savez que moi je fais partie de la génération où c'était le RRSS. Aujourd'hui ça a changé, chez les jeunes on enseigne le ABCD je crois, pour tout ce qui est les premiers secours en santé physique. Nous aussi on a un acronyme, et l'acronyme c'est Roger. Alors Roger, c'est pas Roger Federer, mais c'est le fameux Roger qu'on utilise dans l'aviation pour simplement dire OK, tout est entendu, tout est OK. Alors ce fameux, oui. Et il y a aussi une école. Oui, mais on a. Peut-être, mais on n'avait pas ça en tête, mais on a utilisé le Roger par rapport à l'aviation pour dire tout est OK. Le premier R, c'est réagir. Donc il s'agit de réagir. Aborder la personne. Comment est-ce qu'on aborde une personne? L'évaluer la situation. Est-ce que j'ai affaire à une personne qui est en crise? Ou au contraire, est-ce que j'ai affaire à une personne qui n'est pas en crise et on a le temps de réfléchir, on a le temps d'interagir, on a le temps de penser. Et puis naturellement, assister la personne en fonction de ce qu'on peut observer. Le O, c'est offrir une écoute sans jugement. Sans jugement, c'est compliqué, parce que l'être humain, il fonctionne par des stéréotypes, il fonctionne comme ça avec des réductions. Donc c'est difficile d'écouter une personne sans avoir de jugement, de préjugés ou bien de préavis, mais on peut en prendre conscience et on peut prendre du recul par rapport à ça. Et on peut réfléchir
en se disant « Ok, qu'est-ce que je suis en train d'observer ?» et simplement d'accueillir le récit en laissant finalement la personne dans sa réalité, sans interrompre ou sans porter soi-même un jugement de valeur par rapport à ce que la personne peut bien vivre. Le G, c'est guider, soutenir, informer. Ça, c'est un peu la boîte à outils de notre Roger. Donc, ça peut être l'occasion pour une personne de déconstruire certains préjugés qu'on peut avoir sur la psychiatrie. Beaucoup de gens vont vous dire « Non, mais je suis pas fou, je ne vais pas aller chez psychiatre. C'est les fous qui vont chez psychiatre. » Alors, 1, c'est quoi être fou? 2, c'est quoi la réalité psychiatrique? 2, est-ce que la personne finalement a peur qu'on va l'hospitaliser de force et puis qu'elle risque de ne plus être maître finalement ou d'être plus être autonome dans les choix qu'elle doit faire par rapport à sa propre santé mentale. Donc tout ça, on peut déconstruire et puis finalement ramener la personne vers la réalité de 2022 et pas finalement la réalité d'Hollywood ou bien de quelque chose qui appartenait à une autre période. Informer, ça peut être informer sur les différentes approches qui existent. On a bien sûr de la psychiatrie avec des médicaments, mais pas que. On a de la psychothérapie avec la TCC, de la systémique, mais pas que. On a aussi de l'art-thérapie. On a aussi d'autres approches qui font que une personne peut trouver son chemin et ses outils qui lui permettront finalement de faire face à ses difficultés et à se reconstruire, à se relever de ses difficultés. Le E qui est quand même assez important, encourager à rechercher une aide professionnelle. On le sait, donc grosso modo, on a des statistiques qu'on présente dans notre cours où une personne sur 4 dans les 12 mois vont souffrir d'un trouble psychique, et parmi ces personnes, seulement une personne sur 4 fera appel à une aide professionnelle. Donc finalement, pourquoi les autres personnes ne font pas appel à une aide professionnelle? Il y a peut-être aussi plein de raisons, l'argent, l'accessibilité, la peur d'être directement étiqueté, stigmatisé, donc il y a peut-être plein de choses que le secouriste peut déconstruire et finalement encourager et accompagner la personne à trouver une aide professionnelle. Et puis le dernier R, c'est renforcer les autres ressources disponibles. Une personne n'est jamais seule. Donc il y a des amis, il y a de la famille, il y a des collègues, mais il y a peut-être aussi des associations de quartier, il y a peut-être des lignes d'écoute. Donc il y a plein de choses qu'on peut, en tant que secouriste, essayer d'accompagner la personne ou de l'encourager à faire appel à ces ressources, finalement pour favoriser son rétablissement. Et comme quelqu'un l'a évoqué, toi d'ailleurs, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est isolé, c'est généralement pas le bon plan pour essayer de se rétablir. Il faut rentrer en relation, être bien entouré et obtenir du soutien de ses proches, de ses amis. Peut-être que pour terminer là-dessus, c'est que la formation, du moins la formation des secouristes, on n'attend pas des secouristes qui finalement interviennent, on va dire, dans des situations extrêmes. Je vous donne un exemple un peu loufoque, mais vous êtes à Paris, vous avez quelqu'un complètement nu qui court et qui hurle dans tous les sens. Là, on appelle les secours, oui, mais on ne va pas commencer à appliquer le Roger avec cette personne. Le principe même du Roger, c'est de faire en sorte que les secouristes puissent intervenir auprès des personnes qu'on voit quotidiennement, c'est-à-dire la famille, les collègues, les amis, peut-être un voisin, une voisine. Donc toutes ces personnes où on est capable d'observer peut-être un changement de comportement, peut-être un changement d'humeur, des attitudes bizarres. Peut-être que ça dit, tiens, ma voisine, ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas vu, je vais aller voir, taper à sa porte, l'inviter à boire un café, voir ce qui se passe. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment un cours où on fait bien comprendre aux gens que le champ d'intervention, il se fait finalement dans les personnes qu'on a tendance à voir quotidiennement. Mais si on arrive à avoir un nombre important de secouristes en Suisse, on aura finalement cet effet de multiplicateur qui fait que tout à chacun aura la chance peut-être d'avoir un ou une secouriste dans son environnement qui pourrait réagir lorsqu'elle l'aperçoit ou lorsqu'elle observe des signes qui laissent penser qu'un ami ou soi-même souffront d'un trouble émergent ou déjà existant. Voilà, merci. Pas le Covid. Moi, je ne l'attrape pas, si jamais. J'enchaîne ? Oui. Ah, parfait. Alors, je vous parle peut-être juste brièvement d'Astram, parce que c'est quand même le terreau duquel je tire et ce que je vais essayer de vous partager ce soir. Donc, Astram, c'est une consultation pour les familles qui sont effectivement confrontées à ce qu'on appelle bouleversement des liens familiaux. Ça peut être la séparation des parents, ça peut être un membre de la famille qui décède, ça peut être quelqu'un qui est atteint d'une maladie grave. C'est aussi des ruptures de liens, telles que des ruptures de liens parents-enfants dans des situations diverses.
On est parfois aussi sollicité pour intervenir simplement pour travailler avec des familles, puisqu'on travaille sur mandat beaucoup du service de protection des mineurs, des tribunaux, et on est formé à l'approche systémique. Donc on a effectivement une approche qui est centrée sur les relations davantage que sur toute la dimension intrapsychique des individus. Astram, elle est née en 1995 dans le canton de Vaud sous l'impulsion d'une femme qui s'appelle Marie-Dominique Genoux, qui travaillait à ce moment-là au CHUV, à un moment donné où il y avait une explosion de décès de personnes atteintes du sida et où elle faisait le constat qu'il y avait plein d'enfants qui se retrouvaient orphelins d'un parent et où il n'y avait rien pour ces enfants. En fait, il n'y avait pas d'espace de parole. Donc Astram, au départ, c'était surtout dévolu à des espaces, à des groupes d'enfants qui étaient confrontés à des situations identiques et puis qui pouvaient faire l'expérience que d'autres enfants, comme eux, étaient confrontés à ces situations, et puis ils pouvaient aussi trouver des ressources, un partage, une écoute dans le cadre de ces groupes. Ça a bien évolué depuis, ça s'est étendu au niveau des champs d'intervention, et puis surtout, si l'enfant a toujours une place centrale chez nous, les mineurs ont une place centrale, c'est vrai qu'on a depuis cheminé en se disant qu'aider un enfant, c'est bien, mais aider sa famille à aider aussi ces enfants, c'est quelque chose qui est souvent plus porteur. Donc nous, on aime bien mettre assez rapidement les enfants en congé, finalement, et puis mobiliser surtout l'entourage familial. Alors, peut-être vous dire, en fait, je me disais, bon, ce qui peut-être va être important pour vous ce soir, c'est que je tire finalement de ce que moi j'apprends des personnes que je rencontre, de qu'est-ce qui compte pour eux. Parce que c'est vrai qu'une des questions, je crois qu'on pose systématiquement à toutes les familles qui nous consultent, c'est comment êtes-vous soutenu socialement? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes entouré? Est-ce qu'il y a du monde autour de vous, etc. C'est une des premières questions, je pense, qu'on pose. C'est vrai que j'amène un point qui me paraissait important parce que ça impacte les personnes qui le vivent, c'est la représentation sociale autour de ce qui est vécu. Alors, je vais parler surtout des champs dans lesquels nous, on intervient, mais par exemple, si je parle de la séparation, qui est, nous, un des registres en fait, qui nous met probablement le plus au travail dans notre clinique. Alors souvent on dit tu travailles avec des familles en deuil, ça va être dur, le suicide, tout ça. Je dis oui, ça dure, mais en fait là où nous on transpire le plus, c'est les situations de séparation conflictuelles. On voit des dégâts massifs sur les enfants. On parlait là, je pense qu'on intervient beaucoup à un niveau de prévention, puisqu'on sait que si on laisse aller ces situations, en fait, les dégâts psychiques sont vraiment importants. Mais c'est vrai que, par exemple, la séparation, il y a une représentation sociale comme ça qui dit il y en a plein, c'est tellement démocratisé, ça paraît très banal. Donc on se dit tout le monde traverse. Oui, ouais, tout le monde traverse. Mais on n'en sort pas toujours indemne. Donc ça aussi, je dirais, je le dis ce soir parce que je pense que ça vaut la peine, on ne va pas le faire maintenant, mais de se dire tiens, moi, c'est quoi ma représentation finalement autour de la séparation? On voit par exemple le deuil, la représentation. C'est, si c'est un deuil un peu classique, genre perd un parent quand même, généralement, pas mal trop longtemps. D'ailleurs, si on se fie au dernier DSM, c'est un peu 2 semaines. C'est 2 semaines, au-delà de 2 semaines, il faut vraiment prendre des antidépresseurs, en tout cas s'inquiéter parce que c'est pas normal si vous êtes encore vraiment impacté. Alors que le deuil, on le sait, provoque une dépression qu'on appelle dépression réactionnelle, c'est-à-dire c'est normal de passer par un processus qui va avoir tout son lot d'émotions et puis qui va suivre une espèce de courbe très irrégulière comme ça. Mais évidemment, la représentation, c'est d'abord qui est mort. Alors si c'est une perte d'enfant, ah oui, là c'est dur. Par contre, si c'est un suicide, ah ça c'est dur. En fait, il y a plein comme ça de représentations. Ça ne veut pas dire qu'elles sont très éloignées de la réalité, mais ça vaut la peine de les mettre un peu comme ça en réflexion. La maladie, souvent, ça pétrifie. Parce que la maladie a comme ça cette anticipation de la perte qui fige tout le monde, d'ailleurs. Même dans la famille, je peux vous dire, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on se dit, à suspens, il y a comme quelque chose qui congèle. On ne sait plus très bien si les gens vont encore pouvoir faire des choses. Comment est-ce que les membres de la famille vont pouvoir encore sortir, faire des choses sympas? Est-ce qu'on ose proposer des choses sympas? Donc voilà, cet aspect de la représentation sociale. Puis comme je vous le disais avant, c'était de se dire aussi, quand c'est à nos proches que ça arrive, c'est un peu d'abord cette réflexion de ça s'ajoute à quoi? Parce que finalement, les capacités qu'on a tous d'auto-guérison, on appelle ça la résilience, on peut appeler ça comme on a envie finalement, c'est cette capacité qu'on a à faire face et à traverser
des événements de la vie, eh bien, évidemment que ça dépend toujours d'abord de l'histoire qu'on a, c'est-à-dire est-ce que ça vient réactiver une autre blessure, et puis est-ce que ça s'ajoute comme une espèce de strate comme ça à d'autres difficultés. Nous, on le voit, je veux dire, dans les familles parfois qu'on nous adresse, c'est que ça passe pas, ça n'a pas l'air d'être un événement qui est si dramatique, mais ça crée une hécatombe, une catastrophe relationnelle parce que ça réactive des choses, parce que ça s'ajoute quelque part à des difficultés. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être des difficultés de santé, ça peut être tout un tas de difficultés qui ne sont pas forcément des traumatismes familiaux, mais néanmoins, ça doit être pris en compte. Donc ça arrive à nos proches, c'est toujours de se dire, OK, ça s'ajoute en plus à quelque chose dont j'ai déjà connaissance, qui est déjà présent. Après, je me disais, bon, j'avais envie de vous dire, je pense qu'il y a des postures, comme on discutait l'autre jour au téléphone, je pense qu'il y a des choses qui, quelle que soit la situation de détresse, je pense sont de toute façon des postures, je dirais, qui sont, à mon sens, en tout cas, importantes, quand on est, justement, quand ça concerne un de nos proches. Après, je parlerai peut-être plus en détail de ces différents registres. Mais j'aimais bien, parce que tu disais avant, c'est important de ne pas être dans cette position up, c'est-à-dire où on sait mieux. Nous, on sait aussi, quand on est consulté en tant que professionnel, nous, on est très attentive à, en fait, justement, à toujours dire, mais c'est vous qui savez, en fait. C'est vous qui connaissez vos enfants, c'est vous qui avez les clés. Nous, on est là pour activer quelque chose, mais on ne sait pas mieux que vous comment vous allez devoir faire face à ça. Donc là, quelque part, le côté un peu conseil, il faut, ça, je pense que c'est effectivement pas une posture qui est très aidante pour l'autre. Mais je dirais, nous, on se dit toujours, c'est tout bête, hein, mais comment on est capable d'écouter? Parce qu'écouter, c'est pas juste j'écoute. Écouter, c'est aussi tout l'aspect non-verbal, c'est-à-dire c'est quoi, quand on écoute l'histoire de quelqu'un, en fait, on va renvoyer beaucoup de choses au niveau non-verbal. Soit vous allez grandir comme ça les yeux, vous pouvez faire comme ça tout un tas de mimiques. Il y a un tas d'expressions, en fait. Nous qui sommes confrontés à des récits parfois qui sont très durs, c'est-à-dire si on, par exemple, je prends cet exemple-là parce que probablement ça reste pour nous, quand on est confronté à une famille qui a vécu une perte assez dramatique, alors ça peut être un suicide, ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être... En fait, la famille, souvent, à la premier rendez-vous, a besoin de raconter. Nous, on dit toujours qu'il faut être d'accord. C'est la première séance, c'est un peu rentrer dans le manoir hanté. C'est ça. Je dis, c'est toujours, il faut être d'accord de rentrer dans le manoir hanté. C'est qu'il faut être d'accord d'être dépositaire de ce récit. Pourquoi ? Et je pense qu'en tant que proche, on peut être tout à fait exposé à être la première personne qui est dépositaire du récit. C'est que ce qu'on va renvoyer en termes de réaction, de mimique, etc., va envoyer des signaux. En fait, à l'autre, ça envoie quelque chose de l'ordre de ton récit est entendable, c'est-à-dire je peux accueillir ce que tu me racontes, c'est OK. Donc, ça invite l'autre à penser aussi que ce qu'il a... Ça permet un bout d'aider la métabolisation de ce qui a été vécu, c'est-à-dire ce que je suis en train de dire est entendable. Si à l'inverse, il y a quelque chose de l'ordre d'une réaction, non, ça, je m'excuse, mais ça, je peux pas, en fait, ne me parle pas de ça, ou ça, je peux pas entendre. C'est vrai que ça risque, en tout cas, d'amener l'autre à penser que son récit n'est pas entendable, et du coup, à plutôt opter pour le silence, ou plutôt pour taire, en tout cas, certaines parties de ce qui, pourtant, pour lui, est important et a été traumatique. Donc, ce que nous, on appelle être dépositaire du récit, ou pouvoir activer le récit, c'est ça. C'est aussi être dans cette ouverture, on appelle ça posture de curiosité. C'est pas la curiosité dans le sens malsaine, de demander plein de détails. C'est pas ça. C'est plus de dire, par exemple, comment tu as fait après. Ça, c'est des choses qui sont précieuses pour lever un peu, identifier les ressources. C'est de dire, mais comment tu as fait après. Je sais pas, par exemple, je vous dis... une copine à vous découvre tout à coup que son copain la trompe, ils ont 3 enfants, les enfants sont petits, elle est un peu sous le choc comme ça, mais n'empêche que c'est 16h, elle va chercher les gamins à l'école. Ne serait-ce que lui dire, mais comment tu as fait pour continuer ta journée et puis arriver à poursuivre à gérer tes enfants à ce moment-là. L'autre,
elle va dire c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est-à-dire que ça déjà aussi être dans cette posture de curiosité qui permet de relever certaines compétences. Alors évidemment, c'est pas non plus d'être dans la théâtralité puis de dire waouh à chaque, mais c'est plutôt d'essayer justement d'être dans cette posture-là, de dire mais ça, t'as réussi à faire. À part ça, je veux dire, c'est pas rien, ou de relever tout ce qui peut nous sembler être si moi ça m'était arrivé, est-ce que j'aurais pu faire ça? Est-ce que j'aurais pu continuer à fonctionner? Est-ce que j'aurais pu accompagner mon enfant, voir son parent, je sais pas, dans la chapelle, là où il est mort? Je sais pas. C'est des choses qu'on peut être amené à faire dans sa vie. C'est pas rien. C'est-à-dire, mais souvent, les personnes qui sont amenées à traverser sont en mode, généralement, surtout dans les phases de choc qui suivent l'annonce de quelque chose, l'annonce d'une maladie, l'annonce d'une séparation, l'annonce d'un décès. Il y a une période de choc dans laquelle souvent on est un peu en mode de pilotage automatique. C'est-à-dire on ne sait pas comment on fait les choses, mais on les fait. Et d'être celui qui questionne un peu puis qui dit comment tu as réussi à faire ça, etc., peut être aussi une manière de rendre compte à l'autre, au fond aussi, des compétences qu'il a, qu'il est encore capable d'activer, des ressources qu'il a. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez précieux. Après, je dirais qu'une autre chose qui me semble utile et valable pour toutes les situations, finalement, c'est de valider l'émotion. Alors, pas tout le monde exprime l'émotion clairement, c'est-à-dire pas tout le monde va dire je suis tellement triste ou je suis tellement fâchée ou je me sens coupable, c'est pas ça. Mais de dire je sais pas comment tu te sens, je peux imaginer qu'il y a peut-être toutes ces choses-là, mais c'est en même temps tellement normal. C'est-à-dire valider, c'est un bout, normaliser aussi un vécu. Il y a souvent une certaine, moi je le vois des fois, on a des personnalités comme ça, des fois, personnes qui sont un peu des guerriers, des guerrières, c'est-à-dire qu'ils ont traversé plein de choses, puis il y a parfois des gens qui s'autorisent peu, en fait, à tout à coup se sentir dépassés ou à se sentir dévastés, etc. Et je crois que c'est important, si on est proche, si c'est nos amis, quelqu'un de notre famille, quelqu'un avec qui on est en lien, de pouvoir valider, en fait. Valider, parfois, c'est aussi, par exemple, pour les enfants, un peu tendre la perche, c'est de dire, peut-être tu dois être hyper fâché de cette situation. Je sais pas, peut-être que tu es comme ça. Des fois, c'est émettre l'hypothèse. C'est pas dire sûrement tu es comme ça, mais peut-être tu es comme ça. Cette validation émotionnelle, cette reconnaissance, cette normalisation, quelque part, elle est très précieuse. En tout cas, je sais que souvent, nous, des fois, on a des retours souvent sur parfois des familles qu'on a accompagnées à long terme. Puis c'est marrant parce que des fois, les gens, à la fin, comme ça, d'un suivi, nous disent, vous savez, en fait, c'est toujours des trucs qui nous surprennent parce que des fois, on ne se rappelle plus. Ils disent, par exemple, c'est cette question que vous m'avez posée ce jour-là qui m'a tellement aidée. Ou alors, parce que tout à coup, j'ai eu le sentiment que on ne vous avait pas fait peur avec ce qu'on vous a raconté, ou vous n'étiez pas déstabilisé. C'est des choses, en fait. Ce n'est pas la super intervention qu'on pense qu'on a fait à un moment donné. Non, pas du tout. C'est des fois des choses, en fait, toutes simples qui sont relevées par les familles comme étant des choses qui les ont aidées. Après, évidemment, je dirais ça aussi de voir un peu c'est quoi les besoins. Alors, c'est quoi les besoins? Souvent, les personnes vous disent franchement, j'en sais rien. Cette question autour des besoins, de quoi tu aurais besoin? Déjà. De quoi tu aurais besoin? C'est aussi de donner une place à l'identification, à la légitimation du besoin. Un peu fou, mais c'est vrai que souvent, les personnes ne se légitiment pas forcément dans les besoins qu'elles ont. Par exemple, elles ne vont pas oser demander, dire en fait, mon besoin, ça serait peut-être que là, tu me prennes mon fils ce soir, ou que tu me fasses des courses demain, ou je ne sais pas. Donc voilà, ça, cette question autour des besoins, j'accélère un peu, parce que, oui, aussi une chose importante, je pense, c'est ne pas s'engager si c'est trop lourd, parce que ça, c'est quelque chose qui peut, je pense, avoir un impact assez douloureux, c'est si la personne pense qu'elle peut s'appuyer sur quelqu'un, puis qu'elle fait l'expérience qu'en fait, cet appui ne tient pas. Donc, je dirais que des fois, on peut être comme ça, dans un grand enthousiasme à vouloir s'engager auprès de l'autre, puis en fait, on s'engage pour trop lourd, et puis on se désiste, ce qui peut avoir effectivement un impact assez douloureux. Ce que je voulais peut-être dire, qui me semblait important par rapport aux thématiques dans lesquelles je travaille, pour ce qui est du deuil, donc c'est évidemment que les deuils sont différents en fonction de qui est mort, mais surtout
en fonction de la relation à la personne qui décède. C'est-à-dire que si votre proche a perdu un proche avec qui il était en très bon lien, vous pouvez plutôt présager, parce qu'évidemment c'est une personne qui a beaucoup compté, c'est vrai, quand c'est un très bon lien, mais plutôt présager d'un deuil qui ne va pas être complexifié justement par la nature complexe ou douloureuse de la relation. L'important, je trouve, dans le processus de deuil, c'est de pouvoir redonner des choix. C'est-à-dire, c'est souvent, la perte est vécue comme quelque chose qui est imposé très violemment par la vie. Donc, tout ce qui peut, les petits choix, hein. Tu vas aller manger là ou là, tu as envie de faire ça ou ça. Avec les jeunes, en tout cas les ados, je trouve que c'est hyper précieux quand ils sont confrontés à ça, c'est de retrouver des espaces de choix. Dans le cadre des situations où un proche est confronté à la maladie de quelqu'un qui lui est très cher, c'est toujours reconnaître ce qu'il fait pour l'autre. Parce que, en tout cas, on fait l'expérience que dans le cas des maladies graves, il peut y avoir un sentiment de culpabilité assez immense, qui est complètement normal. On faut honorer la culpabilité, ça ne sert pas à rien. Je pourrais en parler très longuement, je ne vais pas le faire maintenant, mais la culpabilité, c'est utile. Donc l'honorer est important, mais je dirais reconnaître ce que l'autre fait pour la famille, pour à sa manière aider. Chacun aide à sa manière. Les enfants aident à leur manière. Les enfants aident parfois en étant dans un retrait à un moment donné de leurs émotions, ou tout à coup se mettre très au service de la famille en posant pas de problème alors qu'en fait ils sont très douloureusement impactés, mais vont pas le montrer. C'est une manière de se mettre au service de la famille. Le reconnaître est très important si on a autour de soi des enfants qui sont dans cette situation. Et puis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais autour de la séparation, c'est ne pas banaliser. Je veux dire, ne pas banaliser et surtout ne pas tomber dans l'écueil de la prise de parti, parce que c'est notre copine qui se sépare, alors quand même, ça va lui faire du bien si on lui dit que son ex est un con, pardonnez-moi pour l'expression. En fait, ça ne va pas tellement l'aider. C'est-à-dire, surtout s'ils ont des enfants, je pense que ce qui vaut la peine, c'est peut-être de garder à l'esprit l'enfant qui, lui, va rester attaché à ses deux parents et de voir comment on peut aussi aider notre proche à ramener chaque fois un peu, mais qu'est-ce que tu penses ça fait à ton fils ou à ta fille si tu fais comme ça ? Est-ce qu'on peut peut-être en discuter ? Parce que nous, ce qu'on voit souvent, c'est comment le réseau, un peu à son insu, en fait, participe beaucoup des clivages que ça apporte. Et ça, je dois dire que si effectivement on peut rester dans quelque chose, on peut être très soutenant, et en même temps, je pense que c'est très précieux pour notre proche si nous, on s'intéresse à ses enfants. Voilà. Et bien, je vais m'arrêter là, en fait. Ça passe vite. Voilà, merci. Voilà. Merci infiniment à tous les deux. Donc, on va passer à la discussion. Je vais essayer de rebondir un peu sur certains de ces points, et puis je vous laisserai vous aussi rebondir. Peut-être pour commencer, est-ce qu'on soutient, est-ce qu'on aide tout le monde de la même façon ? Je m'explique. Tu as parlé un peu, Alexandra, des enfants, les ados, les adultes. Est-ce que c'est les mêmes outils qu'on peut appliquer à tout le monde ? J'imagine qu'en fonction de l'âge, forcément, on ne s'adresse pas de la même façon à un enfant qu'à un adulte. Et puis, les ados, c'est peut-être aussi une question intéressante. Et par rapport aux personnes qui souffrent vraiment d'un trouble mental, à la différence des personnes qui traversent une période difficile, mais qui ne sont pas à un niveau diagnostic. Je pense notamment à cet exemple, on sait que les personnes dépressives, elles ont souvent l'impression d'être pas du tout comprises, et puis que l'entourage a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des clés pour s'adresser à ces personnes-là qui ont peut-être des besoins un peu différents de la plupart des gens ? Je ne sais pas, peut-être à Alexandra d'abord, pour... ou bien... Répondre pour la dépression, moi je ne vais pas parler pour la dépression, mais peut-être par rapport effectivement, aux catégories de personnes. Je pense que c'est quelque chose c'est bien que tu questionnes là, parce que par exemple, un enfant, quand on veut l'aider, c'est aussi lui permettre d'être un enfant comme les autres par moment, c'est-à-dire pas lui parler de ça. Les enfants, ils ont besoin de se détourner à un moment donné de la situation qui, en fait, est très problématique au sein de leur famille. Donc parfois, leur offrir un moment off, c'est-à-dire un moment sympa, un moment de jeu, un moment de distraction, etc., c'est évidemment très précieux. Je pense qu'un ado qui peut être des fois un peu plus piquant comme ça, ou plus fermé, ou effectivement il va souvent plutôt chercher auprès de ses pairs le soutien, mais je pense vraiment que de signifier aux ados,
tu sais, je peux bien m'imaginer que ce à quoi tu es confronté, c'est dur. Sache juste que si tu as envie, à un moment donné, qu'on en discute, je suis là. Pas forcer. Les ados détestent, par exemple, qu'on dit « je sais ce que tu vis ». Ça, alors c'est terrible pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on fait une espèce d'intrusion psychique. Donc, ne jamais dire à un ado qu'on sait ce qu'il vit, mais plutôt lui dire « je m'imagine peut-être ça dure ». Et puis, je pense, effectivement, avec les adultes, on est dans quelque chose de très différent, puisque en tant qu'adulte, on est dans quelque chose plutôt de l'horizontalité. Et puis, on peut privilégier, peut-être de voir un peu quels sont les besoins, d'être dans un échange, mais aussi de partager. Je vois, par exemple, là, j'ai une dame que je vois depuis pas très longtemps, qui a perdu son fils, qui avait 18 ans. Et puis, elle est très entourée par ses amis, mais ce qu'elle fait beaucoup avec ses amis, c'est des balades et de la cuisine, en fait. Actuellement, donc le décès est très proche, hein, ça fait pas très longtemps, mais actuellement, c'est ce qui l'aide. Donc, en fait, là où ses amis, pour elle, sont aidantes, c'est pas forcément de lui parler de son fils, mais c'est de faire ça. Ça me fait penser, une chose que j'ai pas dite, on parle souvent pas du mort à celui qui est impacté par la mort parce qu'on pense qu'en fait ça va peut-être pas lui faire plaisir puis que ça va éveiller des émotions douloureuses et on le fait pas. Et en fait, nous, les gens qu'on voit souvent disent c'est terrible, personne ne me parle de mon fils, personne ne me parle de mon mari ou personne. Puis en fait, ça manque. Les gens ont besoin de parler, de partager des souvenirs, des bons, des moins bons. On a besoin de parler du mort. Et en fait, c'est une fausse croyance et c'est vrai que c'est une réaction très très fréquente. On n'ose pas en parler, on se dit ça va susciter des émotions. Et c'est pas grave si ça fait pleurer. Pleurer ne tue pas, mais par contre, ça donne un espace qui est important. Je vais rebondir sur cette peur de parler. On a le même souci avec les idées suicidaires. Hein. On a peur d'évoquer les pensées suicidaires parce qu'on a peur que la personne se dise tiens, ça c'est une bonne idée. Et qu'on va encourager la personne à mettre en œuvre des idées suicidaires. Non, c'est pas le cas. Déjà, on va pas donner l'idée à la personne de mettre fin à sa vie si elle y pense depuis déjà un bon bout de temps. Et puis, le fait de l'évoquer sans tabou, ça permet de soulager la personne, de se dire « Ah, j'ai enfin en face de moi une personne qui est capable de parler de ça et d'entendre ça. » Donc, ça peut être extrêmement soulageant, contrairement à ce qu'on peut imaginer de manière générale. Différence entre les différentes personnes, j'ai envie de dire, une fois de plus, hein, nous, on forme pas des thérapeutes, donc on essaye de donner des éléments et des grilles de lecture qui permettent finalement d'avoir une attitude ou une posture qui pourrait être différente en fonction de la personne. Donc oui, dans le cours ado, on va donner des outils par rapport au développement de l'enfant psychologique. On va aussi mettre l'accent sur le fait que le cerveau se développe jusqu'à 25 voire 30 ans, suivant comment, et que chez les ados, l'impulsivité est encore très présente, elle est là, et que généralement, lorsque on parle à un ado, on a, on va dire, de grandes chances d'obtenir une réponse, je sais pas, parce que voilà, l'ado, il est dans cette situation-là, son cerveau lui permet pas on va dire, d'étayer sa pensée, il peut être aussi dans des situations où finalement il se met en danger, puis on lui dit mais pourquoi tu as fait ça? Imaginons que un ado, il voit un caddie et il décide de descendre la colline en caddie alors qu'il aurait pu se faire écraser par un bus ou voire même se tuer. On lui dit mais tu pensais à quoi à ce moment-là? Pourquoi tu as fait ça? L'ado va vous dire je sais pas. Et en tant qu'adulte, on a perdu finalement cette capacité de comprendre ce qu'est finalement l'impulsivité. Ça nous arrive quand on est dans des colères rouges, qu'on soit de nouveau dans l'impulsivité, mais en tant qu'adulte, c'est extrêmement compliqué pour nous de comprendre comment ces ados puissent réagir avec autant d'imprudence, parce que notre cerveau à nous est structuré différemment et est capable finalement de prendre du recul. Donc c'est vraiment le lobe frontal qui est vraiment capable de trier ce que le cerveau reptilien est en train d'envoyer comme signal et dire non, ça c'est peut-être pas une bonne idée. Les ados, ils n'ont pas encore exactement cette capacité-là. Donc ça, effectivement, on donne des éléments pour essayer d'avoir une autre grille de lecture quand on est confronté à un ado. Il y a aussi des biais de genre. On le sait, on peut parler d'homme-femme, mais on peut aussi on peut aller beaucoup plus loin dans la lecture et sur le développement d'une identité de genre. Mais on va dire grosso modo que les personnes qui vont développer une identité qui sera plus vers ce que le social pourrait considérer comme être du masculin, typiquement des hommes,
quand ils souffrent de dépression, vont plutôt exprimer leur état d'humeur par l'agressivité, alors que les personnes qui auront été élevées et qui se seront développées on va dire, dans quelque chose qui est plus de l'ordre de ce qui est socialement perçu comme étant le féminin, auront peut-être plus de facilité à exprimer leur état d'âme, leurs émotions, et puis peut-être se donner aussi l'autorisation de pleurer, etc. De la même manière, quand on parle de troubles anxieux, on est extrêmement mauvais dans notre société de diagnostiquer des arrêts cardiaques chez les femmes. Parce que généralement, lorsqu'une femme arrive avec des symptômes en disant j'ai des grosses douleurs, en plus ces symptômes peuvent différer d'un homme et une femme, mais si une femme en disant voilà j'ai des douleurs thoraciques au ventre, je ne sais pas ce qui se passe, ça devient intense, le médecin va dire vous êtes un peu anxieuse, prenez un calmant, ça ira. Tandis que si vous avez un homme qui souffre d'anxiété et qui arrive chez le médecin en disant je comprends pas, j'ai une pression sur le thorax, j'ai mal à la tête, j'ai la boule au ventre, tout de suite on va l'envoyer chez le cardiologue pour faire tous les examens et puis s'assurer qu'il n'est pas en train de faire un arrêt cardiaque. Donc là aussi, en tant que secouriste, c'est important d'avoir ces éléments en tête parce que finalement, notre société, elle est biaisée par ces lectures au niveau du genre et que finalement, l'approche par rapport à différents troubles, typiquement, si on a affaire à un homme qui est systématiquement agressif, combatif, on va se dire, oui, voilà, on va peut-être même mettre ça sur le compte de la testostérone en disant c'est un sanguin celui-là, et puis c'est normal parce que les hommes peuvent être sanguins. Alors on a peut-être affaire à un homme qui est en pleine dépression. Donc c'est vraiment c'est un peu dans ce sens-là qu'on pourrait donner des outils pour que les gens abordent différemment certaines personnes que d'autres. Ouais, merci. Peut-être aussi un peu dans cette question, comment aborder différentes personnes. Tu as parlé un petit peu des collègues, avec l'exemple du collègue qui va mal et on n'ose pas trop dire. Est-ce qu'il y a une place donc je pense que là, tu vas me dire oui, mais il y a une place pour le soutien dans le milieu professionnel. Est-ce que c'est OK aussi de parler de ça dans un cadre professionnel avec ses collègues? Et peut-être une question un peu plus générale, est-ce que c'est OK d'être vulnérable au travail, en fait? Ça, c'est la question à 1000 points. Hein. Moi, en tant que je suis convaincu du cours, donc je vais vous te répondre oui. Ça devrait être OK d'évoquer ses vulnérabilités et puis d'évoquer ses fragilités au travail. Le problème, c'est qu'on est dans des sociétés ultra compétitives, on est dans des sociétés où on doit être productif et où, à partir du moment où on n'est plus en mesure de répondre à ces attentes-là, on est considéré comme finalement obsolète et finalement on est plus un problème qu'un membre d'une compagnie ou d'une entreprise. Au travail, typiquement, quand on souffre, donc j'ai peut-être pas évoqué ça, mais c'est vrai que dans le cours, on évoque la dépression, les troubles anxieux, la psychose et puis tout ce qui est en lien aux addictions. Les addictions comportementales pour le cours ado, puis les TCA, donc troubles du comportement alimentaire dans le cours ado. Mais dans le milieu du travail, lorsqu'on souffre d'un trouble anxieux, on va ramener ça comme étant un trait de caractère de la personne. Mais de quoi tu as peur? Mais franchement, tu te mets dans un état pareil pour si peu. Et on prend jamais au sérieux finalement que la personne a peur. Et que cette émotion, elle s'exprime dans le corps. Oui, quand on a peur, on a mal au ventre, on a mal à la tête, on a les mains moites, on transpire, on n'est plus capable de se concentrer, on n'est plus capable de réfléchir correctement parce qu'on est en proie à la peur. Et quand on n'est pas capable finalement d'accueillir ça et de prendre ça au sérieux en disant « Ok, je vois que tu as peur, comment je peux t'aider? Comment est-ce qu'on peut te soutenir? Comment est-ce qu'on peut créer un environnement qui soit suffisamment sécure pour que cette émotion s'estompe ?» Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on essaye d'encourager finalement le milieu professionnel à être conscient de ces enjeux-là. De la même manière, lorsqu'une personne arrive systématiquement en retard au travail, on va dire mais celle-là elle mérite un bon coup de pied au cul ou bien elle traîne des pieds, incapable d'arriver mais jamais, voire rarement, on va se poser la question en disant mais est-ce que ça va? Mais vraiment une vraie question, pas une coquille vide. Comment ça va? Comment ça va dans ta vie? Et je pense que si les gens avaient la garantie qu'on n'allait pas les juger sur leurs compétences, qui ne risquaient pas finalement de perdre leur emploi parce qu'ils vont être vus comme étant un élément fragile, vulnérable, un boulet, peut-être qu'on serait effectivement dans une société où les gens s'ouvriraient un peu plus
Et c'est complexe hein, comme question, parce que ça veut dire que d'un côté, il faut créer des entreprises qui sont en mesure de créer les espaces et les conditions pour que les gens se sentent suffisamment légitimes d'exister avec leur vulnérabilité. Et donc on est très loin du compte à mon avis, mais on essaye, on se donne beaucoup de mal. Par rapport à ça, j'ai le sentiment que, en tout cas par rapport à mon expérience, il y a des cultures professionnelles, il y a je dirais des professions dans lesquelles moi j'ai formé j'ai donné pendant longtemps un cours à des étudiants ambulanciers, et puis on sensibilisait à ça, c'est-à-dire en fait l'impact traumatique de tout ce à quoi ils sont confrontés, et dans une culture où en fait chez les ambulanciers on a des robots, enfin je veux dire on a des winners, on n'est pas bouleversé par ça. Je pense peut-être la police c'est pareil. Il y a comme ça des cultures aussi de travail qui légitiment plus ou moins le fait de pouvoir être reconnu comme trop impacté à un moment donné pour continuer correctement son travail. Ouais, c'est intéressant. De nouveau, ça soulève l'importance de la culture et des tabous et de la responsabilité de la société et de la culture dans ces cas-là. Peut-être parler maintenant un petit peu, vous l'avez tous les deux mentionné, la difficulté qu'on peut avoir parfois avec les émotions négatives. Alors, on ne veut pas déranger, etc. On vit aussi dans une culture, on parle de plus en plus de toxic positivity, et qu'il faut toujours voir le positif dans toute situation. Et c'est vrai que il y a cette culture, et puis il y a aussi ce malaise que certaines personnes peuvent avoir. C'est pas forcément facile de recevoir en fait un récit qui est négatif émotionnellement, et c'est pas évident à recevoir et à réagir. Donc quel conseil est-ce qu'on peut donner à ces personnes qui sont peut-être mal à l'aise avec ces expressions d'émotions négatives et qui en fait tentent de remonter le moral en minimisant, et on sait que la minimisation peut avoir l'effet inverse en fait chez la personne qui traverse une situation difficile. Donc comment est-ce qu'on peut augmenter sa tolérance à la négativité, peut-être? Ce qui est intéressant, c'est que lorsque la personne se retrouve finalement à essayer de minimiser, puis à dire non, mais t'inquiète pas, ça va aller, qu'est-ce que ça raconte d'elle? Qu'est-ce que ça raconte d'elle vis-à-vis de sa propre santé psychique, de son propre parcours, de ce sentiment d'être totalement démunie et incapable de répondre et d'offrir l'aide qu'elle pourrait offrir. Je pense que là aussi, c'est important de faire comprendre, du moins c'est un peu comme ça qu'on forme nos secouristes. Il ne s'agit pas d'être un solutionniste en disant problème, solution. Non, problème, écoute. Et l'écoute, c'est extrêmement soulageant pour la personne qui finalement a une oreille, une personne avec qui elle peut interagir, partager ses difficultés, ses émotions, et on n'attend pas de solution. On attend juste d'être un être humain qui est entendu dans ses difficultés, mais aussi peut-être dans les moments cool, quoi. Mais vraiment d'être simplement un être humain qui existe avec ses différentes facettes et qui est reconnu dans ces différentes facettes. Tu dis qu'est-ce que ça raconte de la personne. Je pense que c'est important de reconnaître, on le fait nous dans nos jobs, de reconnaître aussi ses limites, c'est-à-dire que peut-être c'est une aide différente qu'on apporte. Je vous donne un petit exemple, mais ça me fait penser à ça. J'ai une fille qui a 22 ans, et puis je sais pas, il y a 3 ans, comme ça, sa première gros chagrin amoureux. Elle allait voir sa grand-mère, ma mère. J'ai dit à ma mère, s'il te plaît, ne lui dis pas « un de perdu, 10 de retrouvé ». Parce que ça, c'est la phrase de ma mère qui me restait de l'adolescence et je trouvais terrible, mais terrible. C'est une négation du vécu de l'autre et je pense qu'elle voulait bien faire. Mais c'est trop... Enfin, c'est quelqu'un qui ne peut pas gérer les émotions, ça la rend triste probablement. Et je crois qu'elle est plus aidante. Je lui dis, fais-lui un gâteau ou je sais pas, un truc sympa, parce que voilà, elle s'est aussi aidée en fonction de ses propres compétences. C'est-à-dire, c'est pas très douée pour
pour être dans l'accueil des émotions, bah, mieux vaut proposer autre chose. Une balade, un truc qu'on sait que l'autre apprécie, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je pense que c'est aussi savoir un peu où sont nos limites, c'est-à-dire à ne pas faire des choses pour lesquelles on risque d'être pour le coup inadéquat. Merci, c'est chouette ce que tu mentionnes ça en fait parce que j'allais justement enchaîner sur les différents types de soutien social qui existent en fait parce que on parle beaucoup de soutien émotionnel parce que c'est très important, mais en fait il existe 4 types de soutien social. Donc le soutien émotionnel c'est un des 4, mais on peut également fournir du soutien instrumental. Donc c'est vraiment donner une aide concrète, rendre des services, prêter de l'argent, aider à déménager, vraiment des aides très concrètes. On peut fournir un soutien informationnel, et là c'est vraiment la recherche de solutions, d'essayer de décrypter la situation, ou bien de donner des informations quant à la situation, de donner des informations, des ressources externes. Et il y a le soutien d'intégration sociale, donc de faire passer des moments sympas, conviviaux, aller boire un café avec des collègues, vraiment d'intégrer, de renforcer les liens sociaux des personnes. Et tu l'as mentionné tout à l'heure avec ton exemple de la dame qui avait besoin de faire la cuisine. Elle n'avait pas besoin de parler, elle avait juste besoin de faire la cuisine avec ses copines. Donc ça, c'est un exemple. Et en fait, ce qu'on sait, à Minds, on fait nous-mêmes de la recherche et on a mené une étude sur 355 Genevois et on a mesuré ça, en fait, la mesure dans laquelle les gens fournissent du soutien social. Et ce qu'on trouve, c'est que le fait de fournir ces types de soutien social, ça amène à une meilleure santé mentale pour la personne qui fournit le soutien. Et c'est surtout vrai pour le soutien émotionnel et instrumental. Donc je me demandais si c'est quelque chose que vous observez aussi dans votre pratique, tous les deux, que quand de fournir du soutien, ça fait du bien à la personne aussi qui fournit le soutien. Alors, oui. Enfin, comment vous dire? Après, je pense que quand on sait voilà, c'est ce qu'on aime faire, c'est notre travail, c'est vrai. Je pense qu'en tout cas, de ce qu'on se disait avec mes collègues, c'est que comme nous, on est confrontés à des familles qui sont elles-mêmes confrontées à des choses de la vie, hein, parce que se séparer, perdre quelqu'un, etc., bon, des choses qui arrivent. Et puis nous, dans notre équipe l'année dernière, on est 4, 3, j'en fais partie, avons perdu quelqu'un, une s'est séparée. On se disait, oh, en fait, c'est terrible parce qu'on doit continuer à travailler dans un registre où c'est exactement ce qu'on vit maintenant. Alors, la collègue qui s'était séparée, on lui a dit, bah, écoute, si tu veux, en tout cas, on te donne pas de situation de séparation. Puis en même temps, on se disait, elle peut quand même pas absorber non plus toutes les situations de deuil pour nous soulager. En fait, on se rend compte que, je pense, le travail, enfin, je sais pas, c'est aussi une ressource, c'est-à-dire quand on est dans un contexte bienveillant, qu'on est en mesure de pouvoir l'exercer, des fois, c'est chouette de voir. Moi, franchement, j'ai beaucoup de plaisir, et surtout quand il y a des enfants, de voir qu'une situation évolue favorablement. Je trouve que c'est génial, même si alors, des fois, il y a des gens qui te disent ah merci, ça, puis des fois, il y en a d'autres plus pudiques, mais je trouve que c'est très chouette, c'est très gratifiant. On se dit, on a le sentiment de faire quelque chose qui est utile. Donc oui, je peux pas dire le contraire, quoi. Sûrement. Voilà. Je vais rebondir sur le mot gratitude, parce que c'est un petit peu les retours qu'on a. Hein. Une fois de plus, nous, on donne des cours et après, on envoie un peu les gens dans la nature avec leurs outils. Mais il n'est pas rare qu'arrivé à la 4e partie du cours, des personnes viennent vers nous en disant entre-temps, j'ai eu une situation et j'ai pu appliquer le Roger. Et j'étais étonné à quel point finalement c'était efficace et je me suis senti utile et c'était finalement enrichissant et gratifiant pour la personne d'avoir pu porter le soutien et l'aide à un proche ou une proche. Donc dans ces moments-là, oui, on peut le constater. Mais c'est vrai qu'après, c'est difficile Mais effectivement, je pense qu'il y a quand même ce côté valorisant, gratitude, de pouvoir appliquer finalement ce qu'on a appris dans une formation. Ouais, et on sait aussi que les personnes qui fournissent le plus de soutien sont aussi les personnes qui en reçoivent le plus. Donc, il y a aussi, voilà, c'est un peu on sème du bon karma. Peut-être...
parlais justement de fournir du soutien, ça peut également, tu l'as mentionné, ça représente aussi des risques. Donc comment est-ce qu'on peut se protéger en fait? Comment ne pas absorber la souffrance de l'autre? Et comment se protéger lorsqu'on fournit du soutien à une personne qui est en détresse, des situations lourdes? Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour se protéger? Non, nous, dans notre cours, on évoque cet aspect-là et on encourage les secouristes aussi à être attentifs et être à l'écoute d'eux-mêmes. Il s'agit aussi quand on endosse finalement le rôle de secouriste, de garder en tête qu'on est aussi une personne humaine avec ses vulnérabilités et ses fragilités et que certains récits peuvent faire écho à des choses qui étaient compliquées dans notre vie. Et que quand on est face à un récit qui est lourd et qui finalement nous impacte beaucoup, qu'on est aussi en droit de faire appel à une aide professionnelle et puis d'aller déposer ça quelque part, qu'on est aussi en droit finalement de penser à qu'est-ce qui nous fait du bien et puis d'aller peut-être se balader en forêt, de prendre un bon vin chaud, d'écouter de la musique. Enfin, il y a des choses, chacun a ses ressources et ses stratégies pour se créer finalement une bulle dans laquelle on se sent bien. Mais c'est vraiment de garder en tête que on est finalement tout aussi vulnérable que les autres et que amener du soutien et de l'aide, c'est à quelque part effectivement faire preuve d'une certaine force parce que finalement on doit porter l'autre, mais qu'à un moment donné, on a aussi nos propres limites et ça il faut s'écouter et puis peut-être connaître ses propres limites avant de se lancer ventre à terre à vouloir aider le monde. Je suis entièrement d'accord, évidemment. Je pense que ce que je vois, moi, des fois, dans le monde professionnel, c'est l'accueil de professionnels qui font des tentatives d'auto-réparation en travaillant avec d'autres. Je pense qu'il faut avoir un peu réglé ces histoires. En tout cas, au niveau professionnel, ça, c'est évident. Après, quand on est confronté comme ça en tant que... régler ces histoires, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas... se faire superviser, avoir un bout, travailler ses propres blessures. Je ne crois pas qu'on fait du bien aux autres si on est mal soi-même. Des fois, il y a comme ça, nous, du réseau qui nous sollicite, qui viennent présenter des prestations, des choses autres, etc. Et des fois, c'est vrai que je vois des professionnels, je me dis, tellement mal, c'est clair que je ne me vois pas adresser quelqu'un parce que j'ai le sentiment que voilà, parce que malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui trouvent un certain chemin à se diriger vers l'aide, mais voilà, moi je suis plus réticente à ça. Je pense que ce que tu disais, c'est-à-dire prendre soin de soi, me paraît essentiel, qu'on soit professionnel ou pas. Je crois qu'il faut pouvoir sentir quand on est fatigué, sentir quand on a des émotions qui sont un peu compliqué, je pense que l'hygiène de la vie, bien manger, bien rire, faire des choses comme ça, respirer, enfin voilà, des choses toutes simples, mais je pense que c'est important. Merci. Donc on sait que recevoir de l'aide, ça fait du bien, c'est bénéfique pour le receveur, mais ça peut aussi représenter le risque de menacer l'estime de soi si l'autonomie du receveur n'est pas préservée. Donc je m'explique, la personne peut avoir l'impression qu'elle n'est pas capable, ou qu'elle est faible, ou qu'elle n'arrive pas toute seule, et qu'elle a vraiment besoin d'aide. Alors je pense que c'est peut-être un peu délicat, mais comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir quelqu'un? Je pense que vous l'avez tous les deux mentionné, activer les ressources, etc. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça, activer les ressources, aider la personne, tout en la rassurant qu'en fait, elle a les clés, que on est là pour aiguiller, mais que la personne, en fait, elle est tout à fait capable. Alors, dans notre cours, on évoque ça, et on le résume assez simplement, c'est qu'on dit, un secouriste, vous allez faire avec la personne, et pas pour la personne. C'est-à-dire qu'à tout moment, dans une intervention, c'est de toujours penser à l'autonomie de la personne qu'on aide, et de favoriser cette autonomie. Donc peut-être qu'elle se sent incapable de prendre le téléphone et puis d'appeler le cabinet de psychothérapie du quartier. Mais on dit « Ok, mais alors à la rigueur, c'est moi qui fais le téléphone, mais tu es à côté de moi. Et ensemble, on va prendre rendez-vous. Et ensemble, peut-être qu'on peut se rendre au cabinet, je t'accompagne, je t'attendrai dans la salle d'attente, etc. Mais c'est toujours faire avec et pas pour.
Parce qu'on ne veut pas non plus que les secouristes tombent dans le piège, finalement, où ils deviennent, où la personne qui a besoin d'aide est dépendante de ce secouriste. Et donc, c'est important pour nous vraiment de bien garder en tête cette distinction. Si. Si. Non, je me disais, en tout cas, je crois qu'on a tous les deux parlé avant, c'est cette posture un peu position basse. Moi, j'appelle posture d'humilité, c'est-à-dire on ne sait pas mieux que l'autre, on n'est pas dans le conseil, on est plutôt dans voir qu'est-ce qui, toi, t'aiderait. Est-ce que, enfin, ouais, je crois que c'est des choses qu'on a déjà dites avant, effectivement. Mais moi, c'est marrant parce que je me disais, c'est pas tellement des situations. J'entends peu de gens me dire ça, par exemple, me dire. Là, mon entourage, ils en font beaucoup trop. Je me sens, j'ai l'impression qu'on ne me considère plus. Ou c'est peu des choses auxquelles je suis confrontée, en tout cas dans la patientèle. Ok. Et maintenant, bon, pour conclure peut-être la discussion ici, une question à laquelle c'est probablement impossible de répondre ou très difficile, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que collectivité pour faciliter ça? Quelle est la responsabilité de la société, au-delà de la responsabilité de l'individu? Alors là, pour le coup, là, je prends le micro. Non, moi, je trouve qu'il faut un peu démocratiser certaines questions, notamment moi qui travaille dans le domaine du deuil autour de la mort. Je m'excuse, mais c'est vrai que j'interviens des fois dans les écoles, parce que parfois une école est confrontée à un drame, ou etc. Il y a un tel tabou là autour, et je pense que si, en tant qu'adultes, parents, pour ceux qui ont des enfants déjà ici, parler de la mort aux enfants quand on parle de la vie, quoi, intégrer ça dans la vie, je pense qu'en tout cas pour ce qui est de ce sujet, on va permettre aussi à l'individu de mieux faire face à quelque chose vers lequel, alors pour le coup, on y est tous confrontés. On peut tous éviter la maladie, on peut tous éviter éventuellement durer une séparation, mais ça, on y va tous. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose un peu à désacraliser là, parler des choses, je crois, et faire ce que vous faites. C'est pour ça que moi j'aime bien Minds, parce que je trouve que vous parlez des choses, vous rendez ça public. Là, je veux dire, voilà, c'est ouvert. Enfin, moi, je trouve que c'est ça. Hein. Bon, peut-être la stratégie d'ENSA, c'est de faire du bottom-up, c'est-à-dire qu'on est au niveau individuel et puis on essaie d'offrir des nouveaux outils, des nouvelles perspectives, des nouvelles grilles de lecture à chaque individu. Et puis, si ces individus peuvent devenir des multiplicateurs, et puis quand on arrive finalement à avoir de plus en plus de personnes qui sont formées à être secouristes, à terme, au niveau macro, on aura finalement une société qui sera peut-être plus consciente des enjeux et de l'importance de parler de santé mentale. Ouais, parler de santé mentale, briser les tabous, déstigmatiser, chose qu'on l'a beaucoup entendu ce soir. Je pense que c'est fondamental. On va ouvrir maintenant les questions au public. Donc, si vous avez des questions, on va faire passer les micros parce que pour la prise de son, c'est important. Vous posez une question ? Une première question, il est quelle heure ? Il est 19h25. Vous avez quand même parlé 1h30. Non, mais je ne veux pas parler à la place de gens qui ont certainement plus de choses à dire. Savez-vous quel est le métier où on se suicide le plus ? Ouais. C'est pas. J'ai pas d'idée derrière la tête en posant la question, mais vous pourriez en trouver beaucoup d'idées, je pense là. Et puis il y a un mot. Alors vous avez, d'une manière générale, j'ai trouvé que vous êtes des gens très ouverts et très sympas malgré les 90 minutes. Mais il y a un mot que je vous pardonnerai jamais. C'est bienveillance. Êtes-vous sûr que la bienveillance aide? Êtes-vous sûr que la bienveillance n'est pas le contraire de la vérité? Alors j'entends que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais voilà, mais après on peut débattre et on peut faire on peut orienter le débat sur la linguistique et puis après réfléchir sur ce qu'on a envie de mettre dans les mots
Et puis les valeurs qu'on a envie d'attacher à chaque mot, signifiant, signifié, on peut débattre longtemps. Je pense que mon intention dans la bienveillance, c'était vraiment dans quelque chose qui était dans l'écoute, le non-jugement, le fait d'accueillir. Quand on a un jeune de 25 ans qui fait des études universitaires, qui est dans une bonne famille, qui n'a pas de problème financier, qui aurait la possibilité de faire du sport ou bien faire de la musique parce que les parents ont les moyens de lui payer une activité coûteuse, et que ce jeune adulte finalement a de la peine à se réveiller le matin, a de la peine à se concentrer et estime que finalement sa vie à l'université, sa vie d'étudiant, c'est l'enfer, la réaction qu'on pourrait avoir, c'est de se dire « mais t'as tout pour être heureux, de quoi tu te plains ?» Alors que nous, on essaie de se dire « mais est-ce qu'on n'a pas envie d'offrir un espace à ce jeune pour qu'il puisse réellement exprimer sa souffrance ?» Et c'est les valeurs que j'avais envie de mettre dans bienveillance. Je pense que vous avez des bonnes raisons de réagir comme ça. On va peut-être pas en parler, mais certainement qu'il y a quelque chose dans votre expérience qui vous a une bonne raison de réagir à ça. Ben voilà, ça dit après que chacun a une résonance ou un écho particulier à certains mots. Mais je ne vais pas parler trop parce que sinon, vous allez dire que là, on a fait 93 minutes, alors ça ne va pas. Moi, peut-être une réaction, enfin un commentaire par rapport au cours ENSA. Je suis instructeur ENSA et j'ai la chance de pouvoir animer ces cours en interne dans l'entreprise et donc de revoir régulièrement les personnes qu'on a eues en formation. Quand on fait des cours publics, les gens ne les voient plus et on ne sait pas trop la suite. Moi, j'ai pu avoir des retours sur la suite qu'ont donné certaines personnes à ce cours. Et j'ai beaucoup de retours le fait de oser. J'ai enfin osé parler à ma belle-sœur, au fils de ma voisine ou n'importe, voilà. Alors qu'on savait qu'il y avait quelque chose, puis on ne savait pas trop. Et puis bon, moi, je ne voulais pas m'en mêler parce que voilà, c'est pas mon fils, c'est pas ma mère, mon père. Et donc voilà, le fait de... C'est un cours qui permet de s'autoriser à aller vers l'autre et d'offrir cet espace d'écoute qui, lorsque la situation n'est pas dramatique et il y a peut-être quelque chose qui commence à surgir, ça suffit à ce que la personne se sente mieux et puisse à nouveau investir des choses. Déjà. Et puis après, évidemment, il y a tout l'aspect déstigmatisation, le fait de mieux comprendre comment fonctionne le trouble, comment ça peut s'installer et tout. Ça permet déjà au grand public de mieux comprendre et donc de mieux accueillir et d'accepter voilà, le trouble pour ce qu'il est, une maladie, et non pas un trait de caractère, un comportement de la faiblesse. J'aurais envie plutôt de poser des questions aux gens qui sont derrière moi et qui en ont certainement beaucoup en tête et qui ne les posent pas, mais je vais essayer d'être constructif pour me dédouaner. Vu mon âge vénérable, j'ai certainement connu des périodes de déprime, mais mon âge vénérable m'empêche d'en avoir souvenir. Mais disons, j'ai dû avoir mes périodes de passage à vide et j'ai remarqué que le meilleur remède, c'était en tout cas ce que je crois me souvenir, c'est une manie. Par exemple, ce serait intéressant de savoir quel est le taux de suicide parmi les philatélistes, comparé au taux de suicide parmi les flics ou parmi les artistes. Alors, est-ce que c'est une vision de l'esprit que j'ai, ou est-ce qu'effectivement, lorsqu'on a une obsession, même la plus ridicule, ça permet parfois de tenir bon? Alors j'ai envie de distinguer obsession, passion. L'obsession peut être source de souffrance énorme.
lorsqu'on a l'obsession de devoir collecter tous les objets qui nous passionnent, enfin qui nous obsèdent, ça peut être source de souffrance. Lorsqu'on a l'obsession de se laver 15 fois les mains par jour parce qu'on a peur des microbes, ça peut être une source de souffrance énorme. Donc l'obsessionnel on peut rentrer dans des cycles où finalement l'obsessionnel devient vraiment un vecteur de souffrance aiguë qui après sera accompagné de culpabilité, et puis après il y aura de nouveau des montées en charge émotionnelle, et puis on devra de nouveau faire une décharge émotionnelle. Enfin, voilà, on est dans quelque chose qui peut après être cyclique et qui peut être vraiment une source de grosse souffrance. Je pense que quand on est passionné dans la vie de quelque chose, alors là on est en train de parler de quelque chose de totalement différent et qui, à mon sens, oui, peut être une source pour pouvoir surmonter les difficultés. Oui, alors moi j'ai une petite question, notamment plutôt dans le contexte du travail, parce qu'on ne se sent pas forcément des fois légitime par rapport à une personne pour aller vers elle ou lui poser des questions. On peut se sentir intrusif. Est-ce que ce serait une possibilité de peut-être d'aller parler à quelqu'un qu'on jugerait plus proche de cette personne pour voilà, qu'elle puisse faire l'intermédiaire si on a repéré peut-être que ça allait pas ou... J'entends l'envie d'aller voir une personne qui est plus proche, mais il y a aussi le côté comment on va percevoir la personne qu'on souhaite aider. Quand la personne dit oui, écoute, un tel m'a dit qu'elle te sentait pas très bien, est-ce que ça va? Il y a quelque chose d'assez dérangeant là-dedans. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de réagir et puis simplement de dire bah, écoute, j'ai l'habitude de te voir, tu es toujours jovial, tu as toujours un petit mot pour rire. Et là, ça fait maintenant quelques mois que je te sens morose, distant, ça m'inquiète. Et le simple fait de dire les mots « ça m'inquiète », ben, à quelque part, je pense que la personne, dans la réalité, elle va dire « non, mais t'inquiète pas, ça va », puis elle va essayer de boucler et de couper court à la discussion. Mais vous avez déjà évoqué le fait qu'elle n'est pas invisible, que vous avez vu quelque chose et que vous vous inquiétez de cette personne. Et là, on est déjà en train de mettre les premières pièces pour éventuellement construire quelque chose d'autre par la suite. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir un revers. Dans 99% des situations, la personne va vous dire « non, mais c'est bon, ça va, allez, merci. T'inquiète pas, ça va très bien ». Ça, c'est une réponse que vous allez recevoir dans 99% des situations. Mais malgré tout, vous avez simplement évoqué le fait que vous avez remarqué que la personne il y avait un changement et que ça vous inquiète. Et donc, du coup, on n'est plus invisible, on compte pour les gens, et ça, c'est déjà un début. Quelqu'un d'autre ? Ah, si. On n'est pas tout à fait dans le sujet avec ma question, mais combien de parents peuvent dire de l'éducation de leurs enfants, je leur ai donné une éducation réussie? C'est une question très difficile et elle est parente de la question, est-ce que je peux aider, est-ce que je fais du bien? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école pour devenir parent. Et on n'a pas d'indicateur ou d'échelle qui nous permet de dire selon... je pense que si à l'âge adulte, l'enfant a des liens alors avec toutes les difficultés que ça peut avoir, mais s'il y a du dialogue, s'il y a de l'échange, là c'est peut-être toi qui es systémicienne, donc tu pourras amener ça avec beaucoup plus de détails, mais s'il n'y a pas de rupture entre l'enfant et les parents à l'âge adulte, quelque part ils ont fait du bon job à mon sens. Tu veux rajouter quelque chose ? Bah moi, si quelqu'un me dit ça, je dis c'est quoi pour vous une éducation réussie? Parce que moi, j'ai envie de vous dire c'est quoi pour vous une éducation réussie? Alors, on pourrait se dire une éducation réussie, c'est quand il n'y a pas de rupture de lien à l'âge adulte. On pourrait se dire une éducation réussie, c'est des enfants qui sont autonomes et puis qui arrivent à construire leur propre famille et à transmettre ce qu'ils ont reçu. On pourrait se dire une éducation réussie. Si je pose cette question ici, c'est qu'on peut se poser la même question, est-ce que j'ai réussi à aider ou non? Alors, si la personne ne s'est pas suicidée,
peux dire, je peux m'attribuer le mérite, c'est grâce à mon intervention, peut-être, peut-être pas. Mais ce sont pour moi des questions parentes, liées, un peu du même type. Et je ne les pose pas pour vous embêter, parce que dans l'ensemble, vous m'avez fait excellente impression. Et si vous pouviez voir à quoi ressemblent la plupart des autres gens qui sont dans le site, vous êtes des merveilles. Mais je pense que c'est quand même des questions avec lesquelles vous et nous devons vivre. Et puis, savoir si on peut aider. Est-ce que les statistiques disent qu'on peut aider un alcoolique, par exemple? Peut-être oui, peut-être non, c'est des questions que je me pose. Voilà, donc c'était des questions ouvertes. Je n'attends pas de vous que vous me fournissiez ce soir une réponse sous paquet scellé et à l'épreuve de toutes les surprises. Bah, en tous les cas, c'est bien que vous puissiez dire ça, parce que je pense que pour moi, ce qui est le plus risqué, c'est le linéaire. C'est-à-dire quand on répond aux gens, on a réponse à tout, et puis quand on dit il y a une cause et il y a un effet, ou il y a une réponse, un problème, une réponse, ou un problème et forcément une cause. Non, je pense que ce qu'il faut garder, et je pense que pour moi l'intelligence, elle est là, quelle que soit finalement la réflexion autour de l'aide, c'est comment on garde notre capacité à élargir, à épaissir, à complexifier un peu, à étirer des ficelles là où peut-être on n'a pas pensé encore à aller, ou voilà, c'est ça aussi. Je veux dire, c'est de pouvoir pas réduire finalement le suicide à, je sais pas, par exemple à une cause ou à un contexte professionnel, ou voilà. Ou pour moi, c'est de continuer à penser la complexité, c'est aussi continuer à penser la richesse, et c'est continuer à penser qu'il y a plein d'espoir, et c'est continuer à penser tout ça. Bien 20 minutes. Vous avez parlé tout à l'heure que la relation d'aide, enfin de soutien, fait aussi du bien à la personne qui la procure. Est-ce qu'on peut être trop soutenant, n'exister que par ce soutien qu'on offre? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui est dans cette situation? Donc, nous, c'est vraiment dans le cours qu'on donne, c'est vraiment important que les personnes ne tombent pas dans ce piège. C'est-à-dire de se créer une identité où on n'existe que par l'aide qu'on peut procurer aux autres, ou de se sentir finalement exister que parce qu'on est finalement la personne qui porte secours aux autres. Comment est-ce qu'on peut aider? C'est une question qui est compliquée pour moi, parce qu'une fois que les personnes quittent le cours, je vais pas forcément avoir de retour sur comment la personne après se comporte et qu'est-ce qu'elle fait concrètement des outils qu'on lui a transmis. Mais, alors là je vais parler avec j'ai une baguette magique et je crée un idéal. Dans son entourage, si tout le monde était un peu sensible à ces différents aspects, peut-être que dans son entourage, une personne pourrait lui dire « mais écoute, t'en fais beaucoup pour les autres et très peu pour toi ». Et d'essayer de ramener la personne à essayer de penser un peu plus à elle que finalement de s'oublier pour être finalement que le soutien ou l'aide des autres. J'ai pas de réponse très claire à votre question. Je pense qu'on l'a dit un peu avant, mais ça m'évoque en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ce triangle de Karpman. Karpman, c'est un théoricien qui postule que quand on se met dans la position du sauveur, on a de grandes chances de se retrouver à un moment donné, soit de bourreau, soit de victime. C'est-à-dire que c'est un triangle sur lequel on navigue en fait. Et que, effectivement, je pense que si on va, souvent les personnes qui se positionnent en sauveur le font pour des bonnes raisons. Ça informe à un moment donné sur peut-être quelque chose de l'ordre de l'identité, je ne sais pas, de l'ordre d'un moment donné d'un processus personnel. Mais vous questionnez les risques, je crois. Pour moi, un des risques, c'est ça. C'est-à-dire à être le sauveur à un moment donné d'une situation, on peut se retrouver celui qui est responsable de l'échec. Voilà.
Merci pour vos interventions. Du coup, je ne sais pas si je peux oser poser cette question ici. Oui. Parce qu'en fait, c'est un peu psychologie, un peu dur, mais en fait, par exemple, si un parent perd son enfant à cause que, justement, par rapport au suicide, mais harcèlement, en fait, à l'école et par rapport au suicide, tout ça. Prendre des ans dans la chambre, des choses comme ça. Désolée, c'est extrême, mais voilà. Désolée pour la sensibilité. Non, parce que j'ai connu une dame qui m'a raconté ça, mais c'est trop dur, même moi, je n'ai pas supporté. Mais quelle est la question par rapport à cette situation? La question, comment la maman, je veux dire, un parent peut gérer ça? C'est extrême. Un parent ne peut pas gérer ça. Oui, voilà. Enfin, c'est quoi gérer? Alors, je dirais qu'on sait aujourd'hui, et je trouve qu'il y a eu pas mal il commence à y avoir malheureusement pas assez. Moi, c'est pas mon rayon, le harcèlement, mais j'ai eu hier soir dans mon bureau une famille qui est là, parce que je la connais depuis longtemps, parce que le jeune de 16 ans est harcelé. C'est marrant que vous parliez de ça aujourd'hui. Je crois qu'il y a aujourd'hui un peu plus de réflexion autour de la prévention du harcèlement, c'est comme la question de l'abus, c'est-à-dire le harcèlement amène les mêmes dynamiques de silence. Hein. Je veux dire, la personne harcelée se tait, la personne harcelée est persuadée que si elle parle, ça va être pire pour elle, qu'elle va être victime de représailles, etc. Donc, je ne sais pas ce que vous auriez voulu dire à cette personne qui vous en a parlé. Peut-être... Enfin, elle a voulu parler pour sortir un peu, parce qu'on ne peut jamais comprendre. On ne peut pas comprendre. Après, quand on ne sait pas tellement quoi dire, on peut toujours remercier l'autre pour la confiance en disant en tout cas, ça doit être tellement dur de raconter cette histoire-là. Je te remercie de me faire confiance pour ça. Des fois, de dire qu'on ne sait pas, ça permet, vous savez, des fois aussi de parler de l'impact que ça vous fait, ça permet aussi à l'autre de se sentir validé dans quelque chose qu'elle a vécu, c'est-à-dire que le parent n'est pas engagé dans sa responsabilité lorsqu'un jeune, on arrive là suite à du harcèlement. C'est une question très complexe. Et puis des fois, y a-t-il que du harcèlement? On ne sait pas. Est-ce que le harcèlement s'ajoute à quelque chose d'autre? Est-ce que c'est... En fait, ce qui est encore pire, c'est que c'était quelqu'un qui fait des arts martiaux. Elle est très heureuse, joyeuse, etc. avec ses collègues. Et elle a joué à quelque chose, je ne sais pas, ils m'ont parlé de jeux entre enfants où je n'ai pas bien compris. Même moi, je ne le connais pas, le jeu. Malheureusement, jeu dangereux entre adolescents. Peut-être, oui, même pire, avec des foulards, je ne sais pas. Mais là, ce n'est pas du harcèlement, là, ce dont vous parlez, oui, c'est autre chose. Oui, mais il y avait aussi ça, parce que c'est quand même extrême, le sujet. Hein. Je dois le dire. Parce que ça veut dire que les enfants autour d'elle, ils jouaient ça. Mais il y avait les deux phénomènes, en fait. Peut-être il la harcelait et en même temps, il voulait qu'elle le fasse. Et du coup, elle avait les morts. Mais peut-être vous, parce que finalement, ce n'est pas tellement l'histoire qui... Je veux dire, si vous posez cette question, c'est peut-être vous. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire que vous n'avez pas fait? Ou comment vous êtes senti après? Parce que... J'ai cru que je pourrais trouver une réponse ici. Mais c'est pas grave. Moi, c'est le passé déjà. C'est passé l'histoire. Et voilà. Alors, c'est vraiment une situation très complexe qu'on ne peut pas répondre comme ça en 5 minutes, clairement. Je pense qu'il faut peut-être garder en tête qu'on est dans une période où on n'a aucune idée des outils qu'on est en train d'utiliser. Facebook, Instagram, TikTok, on n'en a aucune idée. On est comme tous des savants fous à utiliser ces nouveaux réseaux sociaux et on n'a aucune idée de comment finalement l'impact ça a sur nous, l'impact ça a sur nos enfants. Et je pense qu'il peut de là avoir un énorme sentiment de culpabilité lorsqu'un enfant est tombé finalement peut-être dans un truc conspirationniste et puis a commencé à fréquenter des réseaux qui lui ont donné des idées, qui l'ont amené à certains extrêmes. Les défis TikTok où il s'agit de s'étouffer presque à l'extrême et puis des choses comme ça. Ouais, et je pense que on n'a aucune hygiène de vie par rapport à ces réseaux sociaux et là, il y a un gros travail sociétal à faire. C'est d'apprendre à maîtriser ces outils. Et puis, c'est aussi d'apprendre finalement aux personnes qui vont devenir parents. Quand on donne un téléphone mobile à un enfant de 11 ans, c'est pas anodin. Oui, c'est rassurant parce qu'on se dit, ouais, je peux le tracer, je peux l'appeler, on va pouvoir s'amuser, envoyer des images, des photos, ça peut être didactique, ça peut être un outil qui peut finalement soutenir l'éducation.
mais il y a toute une part d'ombre qu'on ne maîtrise pas du tout. Et je pense qu'on est tous très très démunis par rapport à ça. Moi j'ai une question. Parfois les gens ne vont pas mieux. Parfois les gens restent pendant des années souffrant, des personnes qui ont toujours des troubles. Comment faire déjà pour personnellement pas baisser les bras ou pas se détacher, et puis comment faire quand on voit les proches qui baissent les bras et puis qui prennent beaucoup de distance et finalement qui n'aident plus parce qu'ils ont l'impression que ça aide pas en fait. C'est vrai qu'il y a eu, en tout cas, une dimension qui est importante. Je parle de maladie. Là, vous parlez de maladie psychique, mais la maladie, elle s'invite un peu dans une famille comme une autre personne. C'est-à-dire qu'elle va effectivement transformer les relations, elle va impacter le quotidien, il y a beaucoup d'émotions que ça peut générer, beaucoup de colère, beaucoup de découragement, beaucoup d'espoir par moment, de déception à d'autres, etc. Pas oublier que la personne qui est malade, elle a aussi une relation qu'elle entretient à sa maladie. Ça, c'est une dimension qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire, évidemment, l'entourage, c'est important. Puis après, il y a une dimension de relation à la maladie. Que ce soit une maladie psychique ou que ce soit une maladie physique, je pense qu'il y a cette dimension-là qu'on peut... Alors, on a le droit, je crois, d'être découragé, on a le droit d'être impacté, on a le droit de plus savoir. C'est effectivement dur, je pense, si on est témoin de l'impact que ça a sur les membres de la famille. Mais parfois, je dirais que de rappeler quand même à mon sens, il y a peut-être d'autres aspects qui ne me viennent pas là, mais en tout cas de cette dimension de la relation de la personne à sa propre maladie à un moment donné. Je pense qu'il y a on a aussi une influence sur sa propre maladie. Tout ne repose pas sur l'entourage. C'est ce qui me vient. Peut-être tu penses à d'autres choses. J'en reviendrai simplement, si on est secouriste et puis qu'on est face à une personne qui, dans la famille, a une personne malade et qui finalement est source d'une forme d'épuisement, ce serait d'encourager finalement cette personne à trouver d'autres sources qui lui permettent finalement de faire face à sa réalité du quotidien, de prendre congé par moment de la personne malade en disant moi j'ai besoin d'une après-midi pour moi. J'ai besoin de me balader, j'ai besoin d'aller peut-être au bain, j'en sais rien, mais quelque chose où vraiment un moment à soi pour se ressourcer. Et puis d'accepter son humanité. La maladie fait partie de l'humanité, mais elle est aussi lourde pour ceux qui finalement entourent la personne malade. Et de reconnaître ça sans tomber dans la culpabilité, c'est du travail. Donc ça nécessite peut-être aussi le besoin d'être suivi psychologiquement pour pouvoir porter ça sans culpabilité. D'un coup, je t'écoute, je pense encore à une chose, parfois quand quelqu'un souffrant, je pense de dépression ou autre, le soin psychologique est centré sur la personne. Je pense que l'aspect de la prise en charge familiale, qui est offerte notamment par exemple en psychiatrie, les HUG ont une excellente consultation pour famille et couple, permet de travailler justement sur ces aspects, de bénéficier aussi de tous les aspects psychoéducatifs qui sont quand même très utiles, c'est-à-dire c'est quoi vivre avec la dépression quand c'est notre proche qui est atteint de dépression, c'est comment vivre avec quelqu'un qui est atteint d'un trouble borderline, etc. Ce sont des aspects qui peuvent être traités, travaillés, proposés justement dans ce type de consultation pour les familles. Donc je pense que si c'est quelque chose qui touche quelqu'un de votre entourage, d'inviter aussi à penser la question du suivi à la consultation en famille, ça peut être vraiment très aidant. Voilà. Juste peut-être, il y a aussi l'aspect qu'on peut voir sur les personnes qui sont longuement malades. C'est l'autostigmatisation.
de la personne qui va intérioriser elle-même tous les stéréotypes négatifs, elle va se les attribuer. Donc à quoi bon faire l'effort d'aller mieux? À quoi bon aller faire sortir, aller se balader, aller faire des choses qui font plaisir, puisque le plaisir, il n'est plus là, de toute façon, et que, voilà, je suis nul, je suis paresseux, je m'attribue ces choses-là. On sait aujourd'hui que ça, c'est le principal frein pour s'engager dans un processus de rétablissement, c'est l'autostigmatisation. Alors après, voilà, il y a des choses sur lesquelles on a prise, peut-être par rapport à... On peut faire des campagnes de sensibilisation, etc. Mais voilà, souvent, ça ne suffit pas. Et la personne, idéalement, elle devrait pouvoir bénéficier sur le long terme de personnes qui portent l'espoir, etc. Mais c'est super difficile quand on est un proche et on a le droit de se désespérer, de perdre soi-même espoir. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle. Idéalement, il faudrait pouvoir être cette personne disponible qui donne de l'espoir à la personne. Et parfois, il faut peut-être du temps avant que la personne puisse à nouveau se remobiliser, puis de saisir l'opportunité qui est toujours là. Si l'opportunité n'est plus là, là, voilà, c'est un peu là où ça risque d'être négatif et que la personne va rester dans sa bulle. Mais voilà, on parle beaucoup d'espoir, on parle beaucoup de ce parcours de rétablissement qui ne peut s'engager que lorsque la personne recommence à croire en elle-même. Et ça, ça se travaille par petites doses, puis c'est très individuel, il n'y a pas de recette. Voilà. Mais je sais pas, je dis rien de nouveau, hein, c'est quand même des choses très, très connues. Mais cet aspect-là, on le voit dans notre accompagnement de personnes qui ont des troubles, combien cet aspect-là est un frein, un boulet pour que les personnes puissent se remobiliser. Quelqu'un a la parole ? Bon, si on arrive au bout des réflexions et des discussions sur le sujet, est-ce qu'un mot de conclusion, chacun d'entre vous, peut-être en une phrase ou deux? Prenez soin de vous. Et de vos êtres chers. Magnifique. Donc, merci à vous tous d'être venus ce soir pour partager ce moment avec nous. Merci infiniment à nos deux sublimes invités. Merci beaucoup. Merci Enza et Astram pour le partenariat. Donc maintenant, on vous propose de passer à côté pour un moment convivial autour d'un apéro. Il y a de quoi grignoter, de quoi... Donc, pour continuer ces échanges ou pour en commencer d'autres. Et on vous propose de nous retrouver à la fin du printemps, début de l'été, pour notre prochain talk, qui sera cette fois-ci sur la thématique du travail. Donc, il y a eu des questions sur le travail, peut-être. Et là, on va s'interroger sur comment est-ce que le travail peut contribuer à notre bien-être. Comment est-ce qu'on peut promouvoir le bien-être au travail. Et en fait, quels sont les ingrédients qui font qu'un travail fait du bien à notre santé mentale. Voilà. Merci à tous.